Compte rendu de la 53e réunion du Conseil de ministres. Vendredi 16 octobre 2020. C'est en ce jour que s'est tenue la 53e réunion du Conseil des ministres par visioconférence sous la présidence de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est relatif comportait les points suivants. 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. 1. Prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République a annoncé au Conseil des ministres que les nouveaux juges qui ont été récemment nommés à la Cour constitutionnelle prêteront dans les jours qui viennent leur serment conformément à l'article 10 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. À cet effet, le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre de prendre, ainsi que le ministre en charge des relations avec le Parlement, toutes les dispositions pour que le protocole d'État organise correctement la cérémonie de cette prestation des serments qui doit intervenir dans les jours prochains. La couverture santé universelle, point important du programme d'action du gouvernement Ilunga, trouve un partenaire de taille pour la lutte contre le cancer. La firme Roche vient avec une proposition de partenariat avec comme axe la sensibilisation, le diagnostic et le traitement. Le projet a été présenté au Premier ministre ce samedi 17 octobre 2020. Pour les patients congolaises, le cancer n'est plus une fatalité dans le futur et il y a les traitements disponibles gratuitement au niveau des patients. Le premier pas, c'est on a décidé d'ouvrir un bureau Roche ici, une entité légale. C'est la première fois que Roche entre en RDC comme compagnie. Alors, et cette équipe qu'on va lancer là-bas, elle va collaborer avec les collaborateurs du secteur santé pour introduire ce partenariat. À en croire le directeur pour l'Afrique francophone subsaharienne de la firme Roche, qui se présente en leader dans le domaine de l'oncologie, ce groupe suisse travaille dans le long terme et se lance dans une possibilité de recherche sur place au Congo. On veut apporter la recherche clinique qui va être très très important pour qu'une compagnie comme Roche et d'autres laboratoires en futur peuvent mener des recherches cliniques avec des patients de la RDC. Parce que, comme vous peut-être savez, 90% des recherches cliniques aujourd'hui sont faites avec des populations blanches. Et il y a peu de background africain. Alors nous, on va apporter ici le African Genome Project et on va introduire les recherches cliniques qui va aussi ajouter beaucoup d'emplois dans ce pays parce que ces sites vont être dans les hôpitaux et augmenter la qualité pour que les médicaments les plus nouvelles, les plus innovantes sont disponibles très tôt pour les patients en RDC. Ce projet prometteur va à coup sûr améliorer la qualité de soins de santé des malades avec des produits de recherche et faire du Congo un lieu de référence dans le monde. 3 ports privés des Mwanda ont été concernés par cette inspection. D'abord, Perenco-Miok. Aucun document juridique apprêté selon les directeurs des opérations trouvés sur le lieu. La décision à lui appliquer n'est pas encore connue, sinon un délai de quelques heures lui a été donné pour se mettre en ordre. Maître Didier Mazenga et Maître Bernard Takaï Chengumbi ont ensuite visité la Société congolaise des industries et raffinages. À suivre les directeurs d'exploitation, Saucir est un port mixte au sein duquel l'État dispose de 50% de parts. Le dernier port visité enfin, c'est Congo Diao, un quai visiblement exploité par des Chinois en complicité avec des officiers militaires, mais sans aucun document officiel. Fin de la mission, les ministres des Transports et les vice-ministres de la Justice ont réagi en ces termes.
Nous avions visité les 3 ports. Nous allons préparer les rapports avec les collègues membres du gouvernement avec qui nous sommes ici en mission officielle. Et quant à la décision, nous réservons le droit de ne pas communiquer parce qu'il est bien précisé que nous allons faire les rapports en Conseil des ministres avant toute chose. La décision de fermer reste toujours en vigueur, mais cela ne veut pas dire que nous allons fermer tout de suite. On ne peut quand même pas, sans entendre les différents responsables de port et que nous puissions procéder directement à la fermeture de ce port-là qui dit illégaux. Entendre ces gens-là, leur version des faits, comprendre quels sont les documents, les titres qu'ils ont pour exploiter ces ports-là. Il y a une décision certainement qui va tomber. La décision d'inspecter les ports privés et fermer ceux qui sont illégaux a été prise à la 46e réunion du Conseil des ministres et impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Environ 315 ports privés sont concernés par cette mesure qui ne souffrira d'aucune faille, selon les ministres. Globalement, Transco ne retient presque rien de contributif sur les dénonciations de l'ODEP qui a rapporté beaucoup de rumeurs et informations erronées obtenues de mauvaises sources et ou fournies par des personnes malveillantes qui répondraient d'un dessein visiblement de nuisance. Si l'Observatoire s'inscrivait dans la démarche classique et déontologique des contrôles, il aurait dû adresser une feuille d'observation à Transco avant de publier son rapport pour s'assurer de l'évidence des reproches portés contre les gestionnaires de notre établissement. Une mission aussi noble ne peut s'exercer qu'avec professionnalisme, rigueur et objectivité en lieu et place de la recherche du sensationnel. L'ONG ACAJ avait reçu la même nature de dénonciation calomnieuse. Elle s'était fait l'obligation de contacter Transco par lettre. Elle a été suffisamment édifiée et a dû apprécier notre sens de transparence et sérieux. Une délégation d'assistants de l'ISTEM Kinshasa a été reçue en audience par la vice-ministre déléçue Liliane Mbangaloaboshi. Au menu de leurs échanges, la revendication de 5 assistants de cet établissement d'enseignement technique médical recrutés suite à un besoin criant en 2016. Seulement, le comité de gestion de l'ISTEM les omet toujours sur la liste des personnes engagées. Chose qui est de notre droit. Nous avions travaillé à l'ISTEM Kinshasa depuis le 9 janvier 2016 jusqu'à nos jours et nous ne sommes pas engagés. Nous nous sommes retrouvés écartés de la liste cependant que les autres étaient engagés. Nous avons trouvé ça que c'était une démarche irrégulière. C'est comme ça que nous avons saisi les autorités des canals afin qu'ils trouvent solution et nous avons demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de s'impliquer lui-même personnellement pour trouver solution à notre problème. Leur déception est tellement grande de voir des nouvelles figures fraîchement embauchées au département des sciences infirmières, alors personne du comité de gestion ne s'occupe de leur sort. Le sang des milliers de Congolais a beaucoup coulé. C'est parmi les crimes graves du siècle, crimes contre l'humanité, qui sont punissables tant au niveau national qu'international. Les rapports Mapping en fait une révélation bien listée des actes commis concrètement de 1993 à 2013. Sur initiative d'un grand patriote, Freddy Mulumba, politologue, ces rapports a fait l'objet d'une conférence débat sous le thème « Rapport Mapping, enjeux et défis ». 3 interventions magistrales ont édifié les participants présents à ces débats, organisés dans la salle de Fatma à Gombe. Tout a commencé avec le mot d'accueil du modérateur et initiateur Freddy Mulumba, qui a rappelé à l'assistance que nous sommes autant d'imitations de puissance au niveau mondial. Puis est venu le moment des 3 orateurs. Le professeur Chikoyi Mbumba, résident aux États-Unis d'Amérique, premier intervenant à aborder le paradigme et quête de sens. Selon lui, l'humanité devrait préserver la pluralité et la dignité du prochain par les liens de l'amour et non verser dans les crimes. Mais pour les souffrances infligées au peuple congolais
par les faiseurs de guerre, il faut tenter un procès. Deuxième sous-thème, développé par Mme Makombo, ancienne fonctionnaire aux Nations Unies. Elle a invité l'assistance à bien comprendre le fonctionnement et les décisions des Nations Unies. Avec Maître Hubert Chiswaka, avocat au barreau de Lubumbashi, au Haut-Katanga, c'est la question de la justice transitionnelle ou la justice pénale internationale qu'il a développé. Le projet de rapport mapping, et aujourd'hui, pourquoi on en parle? Parce que ça fait 10 ans et la population congolaise, la société civile et les autorités demandent à ce qu'il y ait une suite irréservée. Il y a une opinion qui dit qu'il faudrait une justice pénale internationale, à l'instar du tribunal pénal international pour la RDC, et il y a une autre opinion qui se limite à dire qu'il faudrait une justice traditionnelle qui pourra mettre des mécanismes des commissions vérité et réconciliation. Nous avons trouvé que l'un n'exclut pas l'autre. C'est pourquoi notre conclusion, c'est que il y a possibilité que nous puissions avoir le mécanisme de justice transitionnelle à l'instar de commission vérité et réconciliation qui pourrait être renforcé par la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour la RDC parce que les crimes commis dans ce pays sont très graves, de plus que ce que nous avons connu dans d'autres pays du monde. Après débat sur fond des questions-réponses, il s'est dégagé de manière unanime le sentiment interpellateur est que la jeune élite congolaise doit se prendre en charge, en bousculant les décideurs politiques pour faire changer les choses. Du reste, tous les participants à ces échanges ont remercié M. Freddy Mulumba, initiateur. La République démocratique du Congo court-elle les risques de disparaître comme un État-nation? En se posant la question dans son ouvrage qui a été porté sur les fonds baptismaux par le directeur des cabinets adjoints de la présidente de l'Assemblée nationale, Benjamin Mukulungu, et devant le rapporteur de la Chambre basse, Célestin Moussa-Kalombo, le professeur Michel Bissakiboul se fonde sur l'observation d'une triste réalité. En effet, les acteurs étatiques et non étatiques s'allient pour privilégier leurs propres intérêts plutôt que les intérêts du pays sur le plan foncier. À travers l'ouvrage, nous avons observé la manière dont le territoire de l'État était gouverné. Nous avons condamné le comportement des acteurs étatiques qui se coalisent aux acteurs non étatiques depuis l'époque précoloniale. La vampirisation de l'État, en fait, c'est un phénomène qui commence déjà en 1885, lorsque l'EIC est créée comme une colonie internationale. La vampirisation de l'État est à la base de tout ce qu'on constate. Et cette vampirisation-là est aussi causée par les citoyens, entre guillemets, par des populations qui sont en fait des acteurs principaux dans la vie de l'État. La gouvernance foncière en République démocratique du Congo, du pluralisme institutionnel à la vampirisation de l'État est l'intitulé de cet ouvrage de 278 pages qui a été publié à l'édition Harmattan Academia Louvain en Belgique. Après la rentrée judiciaire de ce 15 octobre 2020, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga, a tenu une réunion ce samedi en la salle d'audience Marcel Yaou et Bois de la Cour de cassation avec le premier président des cours d'appel en tant que chef de ressort pour renouveler les instructions et rappeler les directives importantes relatives à la discipline et à l'encadrement des magistrats placés sous leur autorité. Ayant reçu ces instructions, les premiers présidents des différents cours d'appel de la République démocratique du Congo ont tour à tour posé leurs préoccupations pour le bon fonctionnement de leurs juridictions respectives. Répondant à leurs préoccupations, le premier président de la Cour de cassation s'est exprimé en ces termes. Les solutions idoines, il n'y en a jamais eu, mais on fait plutôt un effort pour essayer de satisfaire aux conditions de travail. Actuellement, ce qui compte, c'est le fonctionnement des juridictions, principalement l'affectation efficiente des magistrats. Et nous avons monté une commission qui est chargée de faire l'évaluation de la situation afin de nous aider à suggérer une nouvelle affectation pour combler les vides dans les juridictions qui manquent actuellement de magistrats et les rendre ainsi opérationnels.
En bon père de famille, le numéro 1 de la cassation promet de s'impliquer personnellement pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire avec discipline. Un nouveau siège à la dimension de cette formation politique pleine d'ambition. Les couleurs du parti éveil de la conscience pour le travail et le développement flottent désormais sur l'avenue Cabinda dans la commune de Lingwala. Un événement en couleur qui a vu la participation du coordonnateur du Front commun pour le Congo, le professeur Némi Mouilania, les hauts cadres de ces partis du FCC et ceux membres du groupement AAB. Moment propice pour les présidents de l'ECT Boniface Balamagé de galvaniser les troupes pour les échéances à venir, car les nouveaux sièges symbolisent la nouvelle dynamique. Joseph Kabila, l'identité du parti, a rappelé à l'assistance le professeur Félix Momat Kitenge, qui est revenu sur les ambitions nourries par l'ECT. Et nous avons démontré aujourd'hui, nous avons commencé par une marche, et là nous avons un siège au milieu de la population, en pleine commune populaire Lingwala. Nous n'avons pas un siège sur une adresse cachée. Nous sommes là avec la population. Et donc la population avec ECT avec le FCC et le FCC avec Joseph Kabila. En amont, une marche dans la matinée a été initiée pour démontrer la vigueur de ces partis, une formation politique installée dans plusieurs provinces et qui vise dans un délai relativement court une assise plus que nationale. Le ministère provincial de l'Environnement a emboîté les pas du ministère central dans son programme de reboisement. Il a démarré aujourd'hui un projet de plantation d'arbres le long de la route des poids lourds. L'arbre joue un rôle important dans la purification de l'air avec la photosynthèse. Elle contribue à résorber la quantité du carbone qui circule dans l'atmosphère et qui est nuisible à la santé humaine. Voilà pourquoi, pour lutter contre la pollution de la ville de Kinshasa, la ministre provinciale de l'Environnement a entrepris de planter des arbres le long des grandes artères de la ville. Le capital forestier de la ville de Kinshasa a connu un sacré coup et donc on se doit d'en prendre soin et nous sommes tous responsables face à cela. Et donc nous plantons une essence particulière, le Kimpécha, que les connaisseurs, du moins tout le monde apprendra à le connaître, qui a des valeurs très importantes, notamment pour la nature. Nous sensibilisons surtout du point de vue découragement de la déforestation de nos forêts, parce qu'étant donné qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tous les défis que nous avons face à cela, d'être responsables et de poser des gestes. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabou, a également effectué la ronde des entreprises qui polluent l'environnement. Question de les rappeler à l'ordre et de les mettre en garde sur le respect des conditions d'hygiène et du respect de la réglementation en matière de production de leurs manufacturés. Les travaux de la revue globale sur le processus de la réforme de l'administration publique se poursuivent sans désemparer. Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique, qui veut avoir une nouvelle feuille de route ainsi qu'un cadre stratégique de modernisation de l'administration publique, veille au grain. La ministre de la fonction publique partage désormais son temps entre son bureau et l'hôtel Vénus où se tiennent les travaux. Une détermination qui pousse les panélistes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour des résultats escomptés. La plupart d'ordonnances et des règlements d'administration que nous utilisons, c'est des règlements qui datent de 1980-1982, qui ne cadrent même plus aujourd'hui avec la Constitution. Donc ceux qui nous demandent à ce qu'on repasse au peigne fin tous ces règlements d'administration, les adapter à la Constitution, au cadre stratégique et permettre à ce que la réforme continue. À la sous-commission gestion des carrières, par exemple, l'on affirme avoir décelé ce qui manquait pour assurer une bonne carrière aux agents de l'État. Nous avons proposé, pour rectificatif, de prendre dans la revue du cadre stratégique un objectif stratégique qui doit traiter exclusivement de la dynamisation de la politique et entrer à la gestion de la carrière. Le problème de la maîtrise des effectifs, véritable goulot d'étranglement au sein de l'administration publique, est pris en charge par la sous-commission numérique, tandis que l'examen des forces et des faiblesses du cadre stratégique, dans son volet rajeunissement par la mise à la retraite des agents selon les critères d'éligibilité, est traité à la sous-commission gouvernance
administrative. Répondant au mot d'ordre de Steve Mbikaï, fondateur de leur parti politique, les militants et cadres du Parti travailliste se sont fortement mobilisés ces derniers jours à travers différentes provinces pour participer aux marches et matinées politiques organisées par l'AFDCA pour réaffirmer fidélité et loyauté à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Les présidents fédéraux de ce parti politique expliquent la raison de cette mobilisation par le mot d'ordre donné par Steve Mbikaï pour la réussite de ces différentes matinées politiques sur toute l'étendue du territoire national. Au nord et sud Kivu, à la Chopo, dans le Grand Katanga, les drapeaux du Parti travailliste ont flotté en grand nombre dans toutes les salles. Pour l'étape de Goma, il y a lieu de signaler la présence remarquable dans la salle du ministre Steve Mbikaï en sa qualité de membre de coordination de l'AFDCA et qui voulait encourager ses militants pour la mobilisation massive. Pour Douglas Massoua, président fédéral du Parti travailliste Chopo, il était important de réaffirmer la loyauté à Joseph Kabila Kabange. Nous sommes venus réitérer notre soutien à l'autorité morale du FCC, les camarades Joseph Kabila Kabange. Pour sa part, Prince Amouri Awazi, porte-parole du Parti travailliste dans le Grand Katanga, ce parti politique est la deuxième force de l'AFDCA. Le Parti travailliste, c'est un parti qui est membre du FDC allié. D'ailleurs, dans la présidence, après l'AFDC, c'est le PT, le Parti travailliste. Et donc, en tant que membre du Parti travailliste, il était de notre devoir de venir renouveler notre loyauté, notre fidélité à Joseph Kabila. Au total, 21 ingénieurs, dont 4 femmes du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, ont été formés pendant 21 jours du 14 septembre au 15 octobre dernier. Formation assurée par le Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo de l'Université de Kinshasa. Après ces ateliers, ces ingénieurs et formateurs se sont rendus à la rivière de l'Ancélé dans leur site expérimental pour concilier la théorie acquise à la pratique sur le terrain. Le directeur du CREBAC, le professeur Raphaël Chimanga, a pour sa part démontré l'importance scientifique de cette expérimentation. Les ingénieurs du ministère des Ressources hydrauliques et électricité viennent d'être formés pour pouvoir transformer les potentiels en richesse accessible et favoriser le développement socio-économique de nos populations qui vivent à côté de ces potentiels-là, mais qui n'ont pas d'électricité ou bien de l'eau dans leur maison. Nous sommes sur le fleuve, par exemple. Pourquoi ne pas aménager ces cours d'eau pour que les gens qui produisent ici puissent facilement transporter leurs produits et les évacuer vers les centres de consommation? Il y a des investisseurs qui viennent, ils peuvent aussi évaluer leurs projets, ils peuvent aussi les orienter. Au-delà de ces travaux pratiques, les formateurs comme les apprenants ont salué cette initiative du CREBAC visant à renforcer les capacités de ces ingénieurs. En cette période cruciale où le coronavirus a secoué le monde et en marge de la journée internationale de lavage des mains, les élèves de l'école Saint-Joseph Madaïla, du complexe scolaire Estoma et le complexe scolaire CEFA ont été sensibilisés sur l'importance du lavage des mains. Sous le thème « Des mains propres pour tous », les partenaires du gouvernement souciés de la jeunesse n'est pas parti main bredouille. Il a remis quelques cadeaux aux élèves constitué des détergents Germol et quelques cahiers. La responsabilité de tout être humain parce que à travers le lavage de mains, nous faisons du bien à notre organisme. Daniela Mbamou, dans le complexe scolaire Minzoto. Aujourd'hui, on était venu pour la journée internationale du lavage des mains. Cette journée, c'est parce qu'on doit se laver les mains pour éviter plusieurs maladies, des maladies respiratoires, des maladies des mains sales, des maladies diarrhéiques. J'ai appris qu'il fallait se laver les mains souvent après avoir joué avec les animaux, avant et après de manger, avant de cuisiner, avant de faire plusieurs choses. Il faut se laver les mains parce que les mains ont beaucoup de germes. C'est par les mains que beaucoup de germes entrent dans notre corps. Les enfants sont l'avenir de demain. Il faut donc les instruire, les prévenir pour qu'ils vivent longtemps. Jadis Stade Camagnola, les stades des Martyrs de la Pentecôte, totalise en ces jours 26 ans d'existence. Ce stade a été construit
grâce à la coopération sino-zaïroise à l'époque et inauguré par le maréchal Mobutu le 14 septembre 1994. Depuis lors, plusieurs gestionnaires se sont succédés, dont le 45e administrateur gestionnaire Yves Kambala Wasanga, qui met tout en œuvre pour la réhabilitation et la modernisation de cet ouvrage en vue de répondre aux normes internationales. Nous avons décidé de continuer à faire respecter le calendrier, mais sans public, parce que le stade est fermé pour réhabilitation. Mais l'aire de jeu, nous le faisons jouer à huis clos. Le siège sur 80 000 places du stade, on n'a que 12 000 sièges. Il faudra numéroter ces sièges et faire en sorte que nous puissions remplir le stade avec les sièges voulus, donc 80 000 places. La pelouse artificielle que nous avons date de 2012. Il faudra que nous puissions arriver à changer cela parce que ça ne répond plus aux normes. Nous changeons déjà des vestiaires, la clôture du stade. Au-delà des compétitions sportives, le stade des Martyrs a eu à abriter plusieurs événements historiques. Le chef de l'État a dédié la nation à Dieu ici. Étienne Tshisekedi il n'y a pas longtemps ici, un grand leader et puis chantre de la démocratie. La toute première prémisse du cardinal Ambongo, dernièrement ici, c'était ici. Et la prestation de serment de Laurent Désiré Kabila. Le lieu est un lieu qui représente la grandeur de notre pays. C'est pourquoi c'est le plus grand stade de l'Afrique centrale. Contrairement aux années antérieures, le stade des Martyrs réunit des conditions sécuritaires et hygiéniques acceptables.